Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous en cette journée pluvieuse sur le bassin d'Aix-les-Bains et en Savoie, j'imagine un peu partout. On va essayer d'égayer cette journée en parlant des sujets un peu plus intéressants de parentalité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam, elle est plein de choses à la fois. Elle est déjà maman, ça c'est sûr. Mais elle est surtout la fondatrice de Parentalité Cohérente. Et aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que c'est que la parentalité cohérente. En parallèle de ça, elle a aussi cette casquette de consultante périnatalité, parentalité et une petite touche aussi de communication interpersonnelle qu'elle nous développera pour nous expliquer un peu plus ce que c'est en détail. Avant ça, en fait, aussi, Myriam, tu étais infirmière en bloc et tu l'es toujours d'ailleurs. En ce moment, je suis infirmière au bloc opératoire, mais c'est vers la fin de ma carrière. Quoique j'ai commencé mes premiers pas de petite infirmière au bloc opératoire, qui a basculé vers la pédiatrie sur la plupart de mes années. Ça fait déjà 20 ans à peu près que je suis infirmière. Ouais. Et voilà, la plupart c'était en pédiatrie, c'est un petit peu ça la source de la parentalité cohérente. Exactement. Donc on va d'abord dans un premier temps aller découvrir comment t'en es arrivé à fonder Parentalité Cohérente, qu'est-ce que c'est et quels sont les objectifs, les enjeux de cette entreprise. Et ensuite on ira évoquer des sujets un peu plus particuliers comme comment être parent d'enfants neuroatypiques, comment gérer les écrans et l'hyperactivité, et tu vas pouvoir nous expliquer avec beaucoup, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le détail en fait que tu vas mettre dans les explications. Ça va pas juste être un blabla de surface. On va pouvoir vraiment aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'enfant et qu'est-ce qui se passe aussi chez le parent. Et puis si on a le temps, on évoquera aussi tout ce qui est, on va dire, éviter l'épuisement pendant le postpartum, surtout dans les sujets de périnatalité où toi tu as pu voir en tant qu'infirmière pédiatrique les conséquences de parents qui sont épuisés et qui en viennent à des gestes qu'ils sont absolument à éviter, le geste de bébé secoué. C'est ça. Et donc voilà, il y en a encore plein d'autres sujets, mais bon, on verra comment on va réussir à... Il y a tellement à dire. Exactement. La parentalité, c'est quelque chose d'assez profond et qui nous questionne tous les jours. Voilà. Et comme Elodie l'a évoqué déjà tout à l'heure dans son émission, des questions sur comment aborder la mort avec les enfants. Donc voilà, il y a toujours des questions avec les enfants et je trouve que c'est chouette ce mercredi de la parentalité où on va prendre le temps d'essayer d'amener des compréhensions, des conseils, des astuces et juste sinon de l'écoute dans ce qu'on peut ressentir en tant que parent. Exactement. Alors, dis-nous Myriam, tout a commencé, tu disais, en étant infirmière en pédiatrie. C'est ça. Ça fait vers 2004, j'ai eu mon diplôme d'infirmière et le hasard a fait que j'ai fini en pédiatrie. Et le hasard, mais tu voulais quand même à la base devenir sage-femme et finalement tu as fait un autre choix. C'est ce que j'allais en venir en fait. Je suis d'origine espagnole et là-bas les spécialités des sages-femmes, c'est une spécialité d'infirmière. Donc j'avais pas les choix, il fallait que je fasse infirmière et le premier poste qu'on m'a proposé c'était un hôpital pédiatrique. Et là j'ai fait le tour du bloc opératoire, des urgences, des services d'hospitalisation avec différents âges, dès la naissance jusqu'à l'adolescence. Et après, en arrivant en France, j'ai continué toujours dans des services de pédiatrie. Et ça m'a apporté une riche expérience, et envers les enfants, mais surtout envers les parents. Parce qu'on ressentait que les enfants s'adaptent relativement rapidement. Et c'est plus l'inquiétude des parents qui est transmise. C'est avec eux qu'on prenait plus le temps. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et parfois, il y a cette manque de temps ou des circonstances de pouvoir, en dehors de ces cadres hospitaliers, de pouvoir amener cet accompagnement-là dont tout le monde en a besoin, parce qu'on est toujours, à un moment donné de notre vie des parents, perdus. Et ça vient de là, et bien évidemment, de ma maternité à moi, où j'ai pu tester par moi-même les galères des parents. Donc tu as 2 enfants qui sont un peu plus grands que la petite enfance, il me semble. Oui, ma grande elle a 8 ans et mon petit il a 5 ans déjà. Ouais. Ça, quand on est encore dans la petite enfance. Oui, on est encore dans la petite, on est entre les deux. On est entre les deux. C'est ça. D'accord. Et donc dans la préparation de l'émission, tu me parlais que Parentalité Cohérente, en fait, c'était venu d'une envie d'avoir ces écoles un petit peu alternatives.
À un moment donné de ma vie, je me suis questionnée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi, le côté infirmière soignante n'était pas assez, j'avais besoin d'aller plus loin. Et je suis très autodidacte, donc tout ce qui tombe dans mes mains, je le dévore. Et j'ai exploré différents courants éducatifs, sauf que je ne suis pas puriste, il n'y en a aucune qui me convient complètement. J'aime bien prendre ce qui me parle. D'ailleurs, c'est ça un peu la parentalité cohérente, ce qui est en cohérence avec soi-même, avec notre vécu, notre histoire, qui on est, qu'est-ce qui résonne en nous. Et j'ai voulu justement développer un courant. Autant on fait comme il y en a plein différents, pourquoi pas le mien, il faut rêver grand, on dit. C'est ça. Donc je rêve grand et un jour, là déjà on m'a dit qu'il y a je sais pas combien de personnes qui écoutent cette émission, après la prochaine étape sera au niveau du mondial. Génial. Donc, alors pour préciser, quand on parle de ces courants d'éducation alternative, on parle par exemple de la méthode de Maria Montessori ou bien des écoles Steiner-Waldorf ou il y en a encore plein d'autres pour les citer quelques-unes. C'est ça. Mais voilà, pour que les auditeurs puissent comprendre quelle école alternative on est en train de parler. Alors, il y a la discipline positive qui m'a apporté pas mal de sujets, d'astuces, des façons de faire, des choses techniques. C'est l'un des premiers livres qui est tombé dans mes mains. D'accord. Quand je suis devenue maman. Et ça parle pas mal des neurosciences. Et moi, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment, et quels comportements interviennent dans quelle situation. Et en fait, souvent, dans la plupart des cas, il y a une explication derrière. Et le fait de mettre de la lumière dessus, ça nous permet de faire un pas des côtés comme parents et relativiser et du coup prendre 2 secondes de plus avant de péter un plomb. Voilà. Et peut-être l'éviter, justement. Ouais. Donc voilà, pour moi la parentalité cohérente, l'un des piliers c'est vraiment d'avoir cette connaissance là de l'enfant. Et c'est pas juste on a un enfant et puis il s'élève tout seul et il se gère et puis les temps passent. Et non, il y a cette côté des responsabilités. On a apporté des mains énormément des revues, des conférences, des actions qui sont faites par les départements, par le ministère. En fait, il y a plein de budgets qui est mis là-dessus. Donc, autant profiter. Moi-même, j'ai fait des ateliers autour de la parentalité sur différents sujets de la petite enfance à l'adolescence. Et souvent, c'est dans des centres culturels. Et ils sont ouverts à tous les parents, ils sont gratuits, certains ils sont prix libres. Il y a de plus en plus des professionnels qui proposent cette offre-là et il faut s'en saisir justement. Oui, exactement. D'ailleurs, les piliers, vraiment, moi j'ai vraiment aimé découvrir la parentalité cohérente et les piliers que tu as mis en face. J'y ai trouvé vraiment de la cohérence. On va pas trouver d'autres mots que ça, c'est cohérent. Alors, il y a le premier, c'était donc la responsabilité. C'est vrai que t'en parlais un petit peu déjà, et moi-même je trouve que ce mot, il a du sens, c'est-à-dire qu'on est responsable de comment nos enfants vont grandir. En effet, ils vont pas, bien sûr qu'ils apprennent beaucoup tout seuls et en autonomie, mais on se doit quand même de les accompagner en leur donnant tout ce qui est le cadre en fait. Et souvent, bien sûr, quand on aborde des sujets de la parentalité et surtout des courants éducatifs, il y a cette fausse croyance que du coup, tout ce qui est un peu positif ou dans l'accompagnement, ça veut dire nos limites, pas de cadre. Et puis voilà. Ça a été un peu les dégâts de ces courants pas compris, où on a mis le mot positif à côté de la parentalité et dans l'interprétation. Pardon. Les gens, ils sont compris tout laisser faire. En étant gentil avec l'enfant et on a oublié les côtés fermeté, cadre, qui est hyper sécurisant et dont les enfants ont besoin. Exactement. Donc la question, c'est comment amener tout ça sans aller dans l'extrême des courants précédents, nos parents, grands-parents, etc., où c'était sévérité, autorité, et on s'imposait, et puis c'est le CCC, c'est comme ça, un point, c'est tout. Et pour pas vouloir répéter les mêmes schémas, on a basculé dans l'extrême contraire et on voit un peu les dégâts d'une génération qu'on est un peu perdu comme parents, mais surtout aussi parce que les enfants d'aujourd'hui sont différents. Et on se retrouve plus, on n'a plus de guide comment pouvoir faire. Exactement, Moi, c'est vrai que il y a eu, c'était donc un autre courant parce que je crois que des courants éducatifs, il y en a vraiment plein. C'était la parentalité créative de Catherine Dumonteil-Crémer et ça m'avait frappé quand elle m'avait expliqué.
En fait, quand l'enfant, on a posé une limite, on a posé un interdit, puis cet interdit, en fait, génère une énorme émotion. En fait, la limite, elle ne bouge pas. Par contre, l'enfant, il a le droit de montrer ses émotions par rapport à cet interdit. Parce que lui, par exemple, il avait peut-être très très envie d'aller manger un chocolat. D'ailleurs, c'était Pâques, donc le thème du chocolat. Je pense que tous les parents qui nous écoutent sont dedans, de se dire comment je m'en sors avec ces limites de un chocolat par repas ou par jour. Je ne sais pas comment... Voilà, chacun a ses limites assez drastiques ou pas. Mais qu'en fait, on était là pour accueillir l'enfant. Il a le droit de vivre des émotions par rapport à cet interdit parce qu'il a très envie de manger son chocolat. Mais pour autant, la limite, elle reste fixe. Le cadre, il reste fixe. On avait dit que c'était un chocolat par jour. Admettons si c'était ça. Ça reste un chocolat par jour et moi, je suis là pour accueillir parce que ce débordement d'émotions qui est là. Il y a ce qui est le cadre, qui est sécurisant pour l'enfant, pour se développer. Et après, il y a les interdits. Et on fait des interdits, il faut avoir très peu. Parce que sinon, c'est perdre les noms. Ça n'a plus de sens. Et quand on dit non à tout, moi, ce que j'aime expliquer aux parents, imaginez-vous qu'on vous met dans une navette spatiale, que vous débarquez sur Mars. Et d'un coup, vous savez plus ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez toucher ou est-ce que vous pouvez vous asseoir et on vous dit non à tout. D'accord, non, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est cette idée d'amener les choses par le plutôt oui. Et en fonction des sages, il va y avoir une coopération dans l'implication de normes. Et quand ils sont plus petits, parfois, les choses qui sont claires, qui sont par rapport à leur sécurité, leur vie, qui peut être en danger de traverser la rue, là c'est clair, c'est non, il n'y a pas d'explication, il faut que ça soit des choses nettes. Donc on va adapter aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Pour l'adolescence, peut-être qu'on va créer des commissions de famille et mettre ensemble des engagements de la part de tout le monde. Et qu'on comprenne les besoins des uns, des autres, les peurs, les craintes, etc., de chaque membre de la famille. Exactement. Je crois que c'est ça. Il y a une phrase qui ressort un petit peu souvent, c'est qu'à un moment donné, on commence à choisir ses combats. Et qu'il y a des combats clairement que là il pleut, si l'enfant il a pas envie de mettre cette botte de pluie, et il met pas ses bottes de pluie et puis il aura les pieds mouillés et puis puis ce sera son expérience. Ça c'est la prévention. Voilà, comme tu dis, traverser la route, on donne la main, c'est de la sécurité et on commence en grandissant à choisir des combats qui en valent vraiment la peine et d'autres qui on peut être un peu plus laxiste. C'est la prévention de l'énergie du parent. Voilà. En quoi on veut l'utiliser et en quoi on la gaspille, donc voilà. Mais c'est un apprentissage des parents parce que souvent les jeunes parents, premier enfant, on met le paquet et on va jusqu'au bout et après avec les deuxièmes on commence à lâcher, on commence à apprendre ce qui est la relativité, lâcher prise qui va déjà dès la naissance, souvent avec l'allaitement maternel, toutes les choses qu'il faut lâcher. Et là je voulais rajouter par rapport à ces concepts de responsabilité, c'est que ce n'est pas quand on a les bébés dans les bras, ça commence déjà avant, pendant la grossesse. Exactement. C'est pas une question de se mettre la pression, mais c'est une question d'être conscient de que le rythme de vie et qu'est-ce qu'on va faire pendant la grossesse, ça peut toucher après. Je vais dans l'extrême. Comme infirmière en pédiatrie, je me suis occupée des bébés dont la maman était toxicomane. Et on avait les effets, on devait hospitaliser l'enfant dès la naissance pour un traitement contre ces substances-là, des sevrages. Donc là je parle l'extrême pour que les gens disent quand même, mais après ça va dépendre de notre état d'esprit pendant la grossesse, les soins qu'on prend de soi-même, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, etc. Ça commence exactement avant. Oui, cette responsabilité de la vie de cet autre être humain et qu'elle a un certain nombre d'années, c'est sûr. Donc ça, c'était la responsabilité. Il y a 4 piliers donc dans la parentalité cohérente. Le suivant, c'est l'observation. Et j'adore vraiment ça parce que tu as dit une phrase qui était découvrir pour apprendre à grandir. Et dans ce découvrir, moi, je me vois vraiment en tant que j'observe l'enfant avant de moi d'y mettre tous mes filtres et mes je sais, voilà, et de partir de l'enfant. L'observation, ça part sur 2 côtés. Déjà l'observation de l'enfant parce que sont tous différents et ce qui va convenir comme méthode à un enfant ne convient pas forcément au voisin. Exactement. Et que j'avais lu un livre, je suis très mauvaise pour les prénoms, pour les dates, c'était pas mon truc l'histoire. Mais où il proposait la technique de serrer fort dans ses bras, de contenir l'enfant. Et peut-être que certains ici reconnaissent. Et j'avais essayé de la mettre en pratique avec mon enfant.
ça n'avait pas marché, ça lui correspondait pas du tout. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres où ces cadres qui est en forme d'étreinte, des câlins, ça leur permet de s'apaiser. Ouais. Mais il faut prendre ce qui correspond à chacun de nous en fonction des caractères qu'on le sent déjà depuis les débuts. Quand certains sont plus calmes, d'autres plus actives, d'autres c'est vraiment des bombes. Et ça peut être au sein de la fratrie autant de différences. On a pu faire quelque chose, toute une approche pour le premier, et puis pour le second, en fait, on essaie de copier-coller, mais on se rend compte que ça fonctionne pas. Et en fait, ça, c'est les deuxièmes volets, c'est parce que nous, on n'est plus les mêmes. Voilà. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même expérience, et c'est dans l'idée d'observer l'enfant, mais s'observer à soi-même, parce que les enfants, c'est des révélateurs de notre être intérieur, on va dire, et c'est des miroirs. Donc après, c'est à chacun de voir s'il veut profiter de cette opportunité-là, de dire que là, il est en train de mettre en évidence ce qui me travaille, ce qui me tracasse, ce qui me brasse. Pourquoi je m'agace avec ça ? Est-ce que c'est vraiment juste un comportement d'enfant ou c'est quelque chose qui vient chatouiller quelque chose de mon enfance à moi intérieure ? Comment j'ai grandi ? Est-ce que ça va contre mes valeurs ? Parce que si les valeurs évoluent pendant toute notre année, avant d'être parent, on a des idéaux et toutes les choses c'était clair. Moi, à l'époque, avant d'être maman, j'adorais Super Nanny et c'est clair et c'est comme ça et puis voilà. Ou pas d'écran, voilà. Puisqu'on va en parler tout à l'heure, pas d'écran avant 6 ans. C'est ça. Et après, on voit ce qu'on a, ce qu'on fait, voilà. Et du coup, on est cohérent avec qui on est à chaque moment de notre vie, chaque étape, et qu'est-ce qu'on peut faire. Le troisième pilier, c'est la connaissance, parce que évidemment que on apprend à comment fonctionnent les choses. Une voiture, par exemple, si on ne sait pas du tout comment elle fonctionne, on aura beaucoup de mal à la piloter. D'apprendre à connaître son enfant, son fonctionnement, ses compétences. Moi, j'adore parler de compétences de l'enfant et de non-compétences ou d'immaturité du cerveau et de se dire ça, il n'a tout simplement pas la capacité de le réaliser. Donc, c'est moi, en tant qu'adulte, qui dois me remettre en question parce que je demande quelque chose à mon enfant qui est, surdimensionné par rapport à ce qu'il est capable de faire, en fait. Donc, c'est là où la connaissance, elle prend toute sa place. Et surtout que les enfants ne viennent pas avec la brochure sous le bras, qui n'est pas des services après-vente, même si parfois on voudrait bien. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu de profiter de toutes les ressources qui sont à notre côté, de ces soucis un petit peu juste tout le monde veut le mieux pour son enfant. Mais après, qu'est-ce qui est bien pour mon enfant et qu'est-ce que je suis en mesure de lui donner ? Donc, moi, personnellement, comme soignante, comme infirmière, quand j'ai voyé en pédiatrie des bébés qui venaient avec un biberon de Coca-Cola, donc, et oui, c'est ça. Je l'avais vu une fois. Ça me disait, mais c'est pas possible. Ou quand on découvre Michel Forestier avec la motricité libre. Là, par exemple, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite, je vous encourage à prendre son livre, ou même à regarder des vidéos sur YouTube. Son livre à disposition. C'est tellement logique, et de voir des kinés qui sont mamans qui calent leur bébé assis avec un coussin, et on comprend comment ça entrave dans le développement. Là, pour le coup, on parle des petits enfants, dans leur développement moteur. Et c'est pas juste non, mais de toute façon, il va bien arriver à marcher, etc., etc. Sauf que la conséquence, c'est que nous avons 2 hémisphères dans le cerveau, et il y a une partie intermédiaire qui est connectée, qui est le corps calleux, et donc il crée des connexions dans les 2 côtés. Et le fait de faire des 4 pattes, par exemple, ça renforce cette connexion-là. Et cette connexion-là, ça va aider plus tard dans l'avenir. Après, voilà, on est très plastique, comme on fait les enfants et les adultes encore, on s'adapte, et on va développer, tout comme on disait qu'on allait parler plus tard des enfants peut-être qui sont un peu neurotypiques, ils vont développer des compétences pour adapter là où ils sont des manques. Mais n'empêche que si on peut mettre tout le plus possible de leur côté, ce qui va bien, et parfois c'est simplement arrêter d'acheter tous les matériels d'agriculture qui est de la publicité, c'est la grosse industrie, il faut vendre, alors qu'un enfant il a besoin juste du sol. Exactement, la motricité libre, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ça, c'est de ne pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'a pas acquis lui-même, c'est-à-dire que on ne va pas aller asseoir l'enfant si lui-même ne s'est pas mis spontanément dans cette position.
Et donc on ne va pas aller mettre l'enfant dans une position assise puisque du coup il tient pas, et donc on vient rajouter des coussins à côté pour essayer de le faire tenir dans cette position qu'il ne tient pas. Il y a des étapes à franchir et ça a un sens. Voilà, il y a tout un sens, tout comme on en avait parlé dans la toute première émission sur les réflexes archaïques et notamment que le bébé en fait utilise tous ses réflexes pour sortir de l'utérus et puis ensuite téter, parce qu'autour de l'allaitement il y a 22 réflexes archaïques, 22 mouvements spontanés du bébé qui aident à la mise en route de l'allaitement. Et si en fait on bloque le bébé dans une certaine position, si on le fait à sa place, on vient comme couper ces schémas en fait et ces connexions neuronales qui l'aident en fait à bien se développer et à devenir de plus en plus compétente dans ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la succion, déglutition et compagnie. Donc voilà, c'est cette approche-là qui est assez intéressante. Rapidement, avant la coupure musicale, le dernier pilier, c'est la conscience. Tu peux nous en dire quelques mots et puis en fait, finalement, après. Conscience et connaissance, ça va un petit peu de la main. Ouais. Et c'est un petit peu prendre conscience de cet être qu'on devient nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est à l'intérieur. Comment ça va un petit peu avec le développement personnel. Parce que finalement, la parentalité cohérente, je me suis basée sur mon expérience d'infirmière, sur mes formations en communication. Mais il y a une grosse partie qui vont aller au-delà, comme les 4 accords Toltec. Ouais. Voilà, très vite fait dit, c'est vraiment cette idée de prendre conscience de soi, qui on a été, qui on est et en qui on est en train de devenir. Ok, restez avec nous parce que ce volet de la conscience, je crois qu'il est quand même important. Vous êtes sur Parents Autrement avec Pauline et Myriam et on se retrouve pour poursuivre notre émission après une courte pause musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour. Je suis accompagnée aujourd'hui de Myriam qui a fondé Parentalité Cohérente, qui s'inspire de plusieurs courants d'éducation alternatifs, dont on a cité l'approche Montessori, les écoles Steiner-Waldorf, l'éducation positive. Non, la discipline positive, voilà. Je savais que c'était pas tout à fait ça. Et on était en train donc d'évoquer les 4 piliers de la parentalité cohérente, je vais y arriver. On a parlé de la responsabilité, de l'observation, de la connaissance, et là on est en train d'évoquer la conscience. Et puis on a eu la pause musicale et je me suis dit on va continuer à développer un peu la conscience, que c'est très intéressant. Tu as parlé des accords Toltec. Je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est que les accords Toltec. C'est un petit livre qui peut se lire en une après-midi, presque si on est emballé, et qui est très parlant un petit peu. Déjà, ça parle de comment on est encodé nous-mêmes dès la naissance, comment on est conditionné par l'endroit, la culture où on vit, ou avec les langages qu'on développe. Parce que, par exemple, les Sinuis, ils sont, je ne sais pas combien de façons d'appeler le blanc. Alors que pour nous, le blanc, c'est le blanc, c'est tout. Oui. Donc, notre réalité dépend de notre langage. Ouais. Les choses qu'on ne peut pas nommer n'existent pas. Et donc, imaginez aussi les enfants qui ne peuvent rien nommer, quelle est leur réalité. Mais quand j'ai parlé des consciences, c'est surtout aussi l'idée de se découvrir pour aider à grandir, comme on disait tout à l'heure. Parce que si on prend le temps de s'observer soi-même, surtout par exemple, c'est quand on se met en colère. Ouais. On ne se met pas en colère comme ça en claquant de doigts. Il y a quand même des signes dans notre corps qui nous disent « Attends, t'es en train d'être agacé, t'es en train d'être énervé, là tu vas bientôt exploser ». Ouais. Donc, il y a tout, on fait des ateliers là-dessus pour développer, pour comprendre, mais si on est capable de devenir conscient les signes de notre corps, de nous-mêmes, de nos fonctionnements à nous intérieurs, de savoir qu'est-ce qui nous déclenche des agacements ou pas, parce qu'on n'est pas tous emballés par les mêmes choses, et on va savoir comment prévenir ces éclats-là des cris ou de j'en peux plus, etc. Et prendre les choses en main avant d'avoir des réactions qu'on peut regretter derrière. Oui.
Exactement, ça me parle beaucoup. Notamment, il y a aussi en fait, finalement tous ces filtres que je vais me rajouter quand je réagis à ça. Déjà, de ne pas écouter ces indicateurs corporels qui me disent là ça ne va pas, là ça commence à monter, la cocotte minute qui monte. Et puis aussi est-ce que je suis en train d'en faire une affaire personnelle par exemple, alors que c'était pas le cas. Et ça c'est un des accords Toltec. C'est ça. Et c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, que de relier des accords Toltec en fait avec la parentalité, ça permet de se rendre compte en fait qu'il y a certains moments notre réaction n'est pas appropriée et que finalement la réaction appropriée c'est de prendre un temps et d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, et que finalement l'enfant pour lui il n'en est pas responsable. C'est ça en fait. Les développements de l'enfant, surtout quand ils sont déjà développés, les langages, on a l'impression qu'ils comprennent beaucoup plus de choses qu'il en est. Et c'est trompeur, oui. C'est trompeur parce qu'on a des attentes qui ne sont pas correspondues. Oui. Et il dit non mais c'est bon, tu fais exprès. Oui. Non, en fait, non, il fait pas exprès. C'est ça. Donc, la parentalité cohérente, maintenant qu'on commence à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est quelque chose que tu as fondé en 2020-2021 pendant les Covid et les confinements. Alors, j'ai fait déjà des ateliers comme ça à la MJC sur la parentalité. J'étais frustrée parce qu'avec les confinements, je ne pouvais plus faire. Ouais. Donc, comme je disais, je suis autodidacte. Je me suis mise à apprendre à faire des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez parentalité cohérente et vous avez une série de 5 vidéos le premier, il parle du confinement, mais après, ça développe un petit peu autour de la sécurité, des ressources. Et vous savez encore 2, parce que j'avais trop des choses à dire, sur la perspective, justement, sur apporter de cette conscience de, en fait, l'enfant ne le fait pas exprès, viens voir, mets-toi d'un autre côté pour comprendre que, en fait, voilà, t'as pas de quoi t'agacer, c'est pas... C'est ça. Voilà. Donc, sur la chaîne YouTube de Parentalité Cohérente, vous retrouverez toutes ces ressources-là. Pour ceux qui parlent en espagnol, il y a la version espagnole aussi. Et en plus, il y a la version espagnole, c'est bien ça. Voilà. Et donc, en fait, la parentalité cohérente, tu vas nous dire comment ça prend forme maintenant. C'est vrai que moi, quand je t'écoutais parler pendant la préparation de l'émission, je me disais... Mais t'as forcément fait, je sais pas moi, une espèce de formation où on pourrait s'inscrire et puis apprendre davantage en fait de tout ça. Et puis tu m'as dit peut-être. Ça sera peut-être un jour, on sait jamais. Là, dans l'avenir très loin, il faut rêver grand, comme tu disais. C'est ça, complètement. Mais là actuellement, ce que tu proposes, c'est déjà d'être dans le présentiel, et surtout parce que aucun atelier ne se ressemble. Même si toi, tu as un petit peu ta base. Finalement, c'est toujours s'adapter finalement aux parents, à ce qu'ils vivent. Et aussi, tu m'as dit un truc très intéressant que j'ai beaucoup aimé dans ton approche. Ça en dit long sur ton approche, en effet. C'est que tu n'as pas forcément besoin de réaliser ces ateliers ou ces accompagnements en présence de l'enfant, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est comment lui, le parent, vit cette situation-là. Et c'est en changeant le parent que du coup, l'enfant va changer. C'est ça, en fait. Les familles, c'est des engrenages. Et pour faire bouger celui qu'on veut, parfois au lieu de s'attaquer directement à celui qu'on veut qui est peut-être un peu rouillé, ça suffit de venir bouger légèrement un autre. Ouais. Et c'est comme les pièces d'une montre où il y a une petite ruelle qui va faire bouger les autres. Ouais. Et en fait, peut-être qu'il y a des choses à faire sur l'enfant, sûrement. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les parents voient son enfant. Ouais. Parce que même dans une même famille, enceinte du couple, comment la maman ou le papa voit le même enfant avec le même comportement, le même situation. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Déjà, c'est pas vu pareil. Il y a une anecdote où un jour j'étais dans la voiture avec une amie, on avait les enfants derrière et du coup ça braillait, ça parlait fort, etc. Et la petite de ma copine a eu une réaction un petit peu pour moi pour moi j'avais pris un petit peu désobligeante, pas très respectueuse. Moi, à l'intérieur, j'ai senti comment ça m'agaçait, comment ça m'embrassait, j'étais pas bien. Sa maman, elle a rigolé. Oh, ma fille, mais qu'est-ce que t'es drôle, etc. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pour ça que pour elle, toujours, ça va tout bien, il n'y a aucun problème. C'est que,
en fait, elle prend les choses différemment. Ouais. Donc, c'est aussi dans notre état d'esprit, comment on est au niveau de notre vie. On a des inquiétudes plus ou moins par rapport au travail, on a plus ou moins des charges, on a de la famille à côté. Et on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Ouais. Et au niveau de toutes ces ressources, eh bien, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, parentalité cohérente, ça prend la forme de consultations individuelles, d'ateliers collectifs, de débats et de conférences, et aussi d'analyse de la pratique professionnelle. Et ça, c'est vraiment super. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, je prends dans tout ce que tu as dit. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des consultations en privé individuel pour celles qui ressentent le besoin, que ce soit des questions sur leur périnatalité. Déjà, le futur parent, sur leur projet de naissance, quand ils sont en vie, que tout se passe bien, au lieu de vous offrir des cadeaux matériels, parce qu'on en a déjà tout, offrez-vous du bien-être pour vous et ces accompagnements-là. Et après, en postnatal, souvent, on est très accompagné au niveau sage-femme médicale, mais une fois qu'on a accouché, on rentre chez nous et on est un petit peu lâché dans la nature. Ouais. Et c'est là où on est plus perdu. Donc, il y a cette possibilité-là aussi de s'offrir des bons cadeaux par votre famille, un cadeau de naissance ou vous-même, vous autorisez à faire cette démarche-là pour vos inquiétudes de soins de l'enfant, de l'allaitement, de tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Et après, voilà, chaque étape de l'évolution jusqu'à l'adolescence. Donc, vous pouvez venir au cabinet et pour certaines situations, je me déplace à domicile justement pour voir cet environnement-là, qu'est-ce qui peut être apporté. Pour ceux qui sont à Paris, aux Pays-Bas ou voilà, à l'étranger, mais qui parlent français ou espagnol, ça s'est fait en visio ou au téléphone. Il y a cette possibilité-là aussi. Et sinon, régulièrement, tous les mois, j'anime des ateliers sur différents sujets. Donc, normalement, il y a sur la parentalité, mais bon, ça arrive aussi que je fasse sur un atelier qui s'appelle Connexion à soi, où on parle un petit peu de nous-mêmes, de nos émotions, et on finit par une relaxation guidée. Et ces ateliers-là sont, comme tu disais, en fait, j'anime ces ateliers, ils vont être toujours différents parce que même si je prépare une basse, on me disait pourquoi tu les ferais pas en ligne pour que ça soit vu derrière. Je dis mais en fait c'est que les exemples que je prends, ça va être ceux des personnes qui sont présentes parce que c'est ça qui parle. Moi, je me dis que autant j'ai dit qu'il faut aller saisir toutes ces connaissances qui sont à droite à gauche, qui nous apportent énormément des choses, autant c'est pas si évident de les appréhender, de les mettre en pratique. Et c'est là où j'interviens, où j'aide les gens à dire il y a les 4 accords Toltec, il y a ci, il y a ça. Ouais, c'est très joli, d'accord, mais j'en fais quoi? Et donc c'est dans votre quotidien, dans votre vécu, dans vos exemples de comment ça se passe avec votre fille que je vais venir vous expliquer. En fait, là, c'est ça. Changer de regard, en fait. C'est ça, cette personnalisation-là qui fait que les ateliers, voilà, même si la thématique est la même, les échanges sont différentes. J'avais d'ailleurs en mai, c'est la semaine de la parentalité, et j'ai animé un atelier sur les pleurs de l'enfant. C'est un atelier que j'ai déjà fait 2 fois à différents endroits et ça avait rien à voir parce que sur la première séance c'était plus des parents, des grands-parents, alors que la deuxième c'était plus des professionnels de la petite enfance. D'accord. Et les apports, les échanges, les exemples, les vécus des gens étaient complètement différents. C'était très intéressant. Et d'ailleurs, ça m'amène à ce que tu me posais comme question sur l'analyse de la pratique professionnelle. Et en fait, j'accompagne également les professionnels de la petite enfance, et pas que, mais donc c'est les assistantes maternelles, ça va être des assistantes maternelles, les personnes qui gardent à l'école, par exemple, pendant les garderies, après l'école aussi. Ça, pour l'instant, c'est pas développé. Il y a certaines structures où l'analyse de la pratique est devenue obligatoire, comme les lieux d'accueil enfants-parents, par exemple, pour les crèches. Donc, et tous les structures qui sont du social ou du médico-social. D'accord. Donc, les CMP, etc. C'est des équipes où se réunissent régulièrement, plusieurs fois dans l'année, pour un petit peu étudier leur vécu, leurs compétences et un petit peu pouvoir faire le point sur cette expérience-là professionnelle et voir comment mettre tout de leur côté pour mieux vivre et développer leurs compétences à ces niveaux-là. Donc, j'accompagne tous ces professionnels-là à travers de l'analyse de la pratique professionnelle. Ok, super.
Allez, on va rentrer dans un de nos nombreux sujets. Je ne peux pas vous garantir qu'on pourra tous les évoquer, mais vous inquiétez pas, Myriam reviendra à l'antenne. Voilà, elle arrivera dans son emploi du temps bien rempli à se libérer. On voulait parler de tout ce qui était donc des parents neuroatypiques, voilà, d'enfants de neuroatypiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? C'est déjà toi un sujet que tu abordes personnellement, en fait? C'est ça, en fait, il y a quelques années, en travaillant avec un psychologue, elle m'a dit, mais tu fonctionnes en arborescence. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à partir de là, j'ai commencé à creuser. Je suis tombée sur des sommets, des conférences sur ces sujets-là. Et en fait, j'ai compris, après 40 ans, que, en fait, j'avais quelque chose. J'ai pas d'étiquette. De toute façon, j'aime pas les étiquettes. Ouais. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon fonctionnement qui expliquait pourquoi en maternelle, je me mettais dans un coin dans la cour de l'école. D'accord. Donc, tu prenais naissance. Et le fait de moins comprendre par rapport à moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ma fille, aussi, elle a ses particularités. D'accord. Et en fait, ce qui me tient à cœur, c'est que parfois, on va retrouver des difficultés avec certains enfants sans savoir pourquoi, sans savoir des étiquettes, et qu'on va mettre des choses en place. On va mettre des aides d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, des plein professionnels là, des psychologues même, et on fait des choses pour l'enfant. Sauf que si on n'aide pas les parents, si on va pas soutenir les parents, leur expliquer un petit peu ces fonctionnements-là qui sont différents, et le parent, il va continuer à avoir les mêmes comportements avec son enfant. Et donc, tout le travail qui a été fait avec les professionnels en cabinet n'a pas de suivi à la maison. Ouais. Donc ça s'arrête là, et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette évolution-là qui est accompagnée par les parents, et puis surtout un meilleur vécu, le fait de pouvoir comprendre pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas fait exprès. Oui, c'est ça. Neuroatypique, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'on entend de plus en plus, avec énormément d'autres termes, mais je ne suis pas sûre que tout le monde puisse en comprendre vraiment le sens. Alors, on va parler des TND, des troubles du neurodéveloppement, et là, comme ça fait gros mot. Ouais. Et on va mettre énormément des choses dans le même sac. Et dans ces sacs-là, on va trouver des enfants qui sont au potentiel, avec un coefficient intellectuel plus élevé ou pas forcément, mais qui ont ce fonctionnement-là où leur cerveau va partir un petit peu dans tous les sens, comme les branches d'un arbre, et qui ne sont pas des pensées linéaires. Donc ça va être un petit peu des enfants qui vont se perdre, qui vont être un peu dans la lune, et etc. Après, on peut associer, il y a d'autres qui est les TDA, TDAH, c'est les troubles de développement de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On va trouver les TSA, qui est les troubles de spectre autistique. Donc tout ça, il y a différents niveaux. Il y a de la sensibilité, de l'hypersensibilité qu'on parle après. Bon, ça c'est tout un sujet. C'est un vrai sujet. Un sujet d'une émission entière. C'est ça. Et souvent ces enfants-là, ces adultes-là, ils sont en binôme, parce que pourquoi faire simple si on peut prendre plusieurs choses. Il y a tout ce qui appelle les dysgraphie, dysorthographie, dyslexie, qui sont un petit peu de fonctionnement du cerveau qui sont différents et qu'on est avec, et en fait ça guérit pas. Donc on apprend comment mieux faire avec pour que ça soit le moins perturbant pour notre quotidien, mais on guérit pas. Alors pour certaines situations, pour certaines, par exemple pour l'hyperactivité ou le problème d'attention, il y en a certains que le niveau de gêne va avoir recours à un médicament prescrit par un neuropsychiatre. Ou pédopsychiatre, je sais plus exactement, le professionnel dans un premier temps, et après renouvelé par le médecin traitant, et qui vont agir au niveau de la dopamine, au niveau du cerveau, et qui va leur permettre, surtout quand ils sont au collège, qu'ils ont besoin plus de rester concentrés, de plus canaliser, de mieux agir, et que ça soit plus simple pour eux de garder un rythme qui correspond au reste de la société, et qui nous permet pas d'être à droite à gauche, et d'être plus efficace. Et éviter du coup l'exclusion sociale, et parce que c'est quand même important, on est des êtres
qui ont besoin de nouer du lien, d'être à plusieurs, et donc il y a aussi cette approche, ce respect de l'enfant dans son élément. Il est avec d'autres élèves, d'autres amis, d'autres. C'est ça. Puis l'adolescence, c'est tout à fait ça. C'est le développement de la vie sociale. Ouais. C'est un point sensible, et parfois ces différences-là peuvent être source malheureusement de harcèlement. De cette incompréhension, de ces fonctionnements différents. Ouais. Et donc, on ne peut pas changer les autres, mais on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour rentrer dans le moule sans devenir une tarte. Ouais, voilà. J'adore. Voilà. Ok. On va faire une dernière pause musicale et puis on se retrouve après pour finir un petit peu sur les écrans et l'hyperactivité. Vous êtes sur l'émission Parents Autrement avec Pauline et Myriam. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici pour cette dernière partie d'émission. Je suis accompagnée de Myriam qui a fondé Parentalité Cohérente et on était en train d'évoquer l'accompagnement en fait des parents qui ont des enfants neuroatypiques. Et donc dans neuroatypique, on y trouve finalement tous ces fonctionnements du cerveau qui sont légèrement différents ou voire fondamentalement différents. Ça dépend du degré d'importance en fait de cette modification cérébrale. On parlait des hypersensibles, des hyperactifs, des troubles aussi de l'attention, des troubles du spectre autistique et passe encore. Il y en a vraiment beaucoup. Mais donc tout ça neuroatypique, ça rassemble en fait tous ces troubles du neurodéveloppement tout simplement. Et donc tu soulevais quelque chose qui était très important et que c'est on va dire une perspective vers là où tu as envie d'aller, c'est que l'enfant lui est accompagné dans comment on peut le soutenir pour que son quotidien soit plus facile. Et puis il y a le parent qui est dans tout ça et qui découvre tous ces gros termes, qui découvre que son enfant fonctionne d'une façon assez particulière, mais est-ce que le parent lui est accompagné à aussi évoluer et s'adapter à son enfant? Et donc ça, c'est toi ce que tu proposes, surtout sur l'hypersensibilité. Oui, c'est ça. C'est que ça me touche personnellement, c'est l'hypersensibilité parce que je suis concernée et que des choses qui ne sont pas vécues par les autres sont difficilement compréhensibles. Oui. Donc moi, depuis toujours, j'avais les t-shirts entre mon soutif et ma culotte, etc. parce qu'il y avait les étiquettes qui me gênent. Ouais. Et ça peut prendre une importance pour certains enfants assez grande. Et en fait, pour quelqu'un qui n'a même pas remarqué ça, qui ça fait pas partie de leur réalité, dit non mais c'est bon, t'exagères. Ma fille, elle peut mettre 5 chaussettes avant d'en choisir une. Mais au bout d'un moment, mais c'est bon. Donc, du coup, pour les parents, ils pètent les plombs. Oui. Mais surtout, mais qu'est-ce que t'as? Et en fait, mais tu me prends la tête, tu m'agaces, tu me cherches. Qu'est-ce qui se passe? Ne le prends pas personnellement. C'est ça, voilà. Donc les cartes encore Trolltech, qu'est-ce qu'elles sont à faire dans la parentalité? Et c'est pas pour toi, pour t'embêter exactement. C'est parce qu'il y a vraiment cette gêne au niveau de l'odorat, au niveau de la lumière, etc. Donc ça, c'est ce qui est sensibilité au niveau de sens. Après, il y a tout un volet qui parle plus des émotions. Au niveau de l'empathie, ou personnellement, à chaque fois que je vois une bande d'annonces des dessins animés, je me mets à pleurer. Voilà, parce que voilà. Donc c'est aussi dans le sens de assumer qui on est et de oser dire en fait je suis comme ça, j'ai besoin d'un mouchoir dans ma poche en continu, ou oser dire en fait toi tu l'as pas senti, mais moi j'ai énormément senti l'odeur de ton parfum et je supporte pas. En fait, moi, mon père, à chaque fois qu'il met son eau de toilette, non, mais tu n'auras pas pu le mettre dehors, j'en peux plus. Je me reconnais aussi sur pas mal de choses. Voilà. On aura le temps de développer un peu plus tout ça parce que j'ai vraiment à cœur de faire une émission spéciale sur tout ce qui est toutes ces formes de neuroatypie et comment on peut vraiment cheminer. Et j'ai déjà en tête un petit peu les personnes qui viendraient prendre la parole et bien sûr on le fera ensemble. Avec grand plaisir. Voilà. On va passer sur notre dernier ou avant-dernier sujet, on verra. Sur tout ce qui est justement, tu voulais parler des écrans et en lien corrélé surtout avec cette hyperactivité. Alors pour rappeler simplement, quand on parle des écrans, les recommandations
tout de même, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas une blague, c'était pas d'écran avant 6 ans. Ça vient vraiment, les écrans, changer la façon dont le cerveau de l'enfant va fonctionner. Il y a ces images, et j'essaierai de vous la mettre en tant que ressource, mais de 2 enfants qui ont été juste pris, voilà, pas au hasard, parce qu'il y a un enfant qui est très exposé aux écrans et un autre enfant qui n'y est pas du tout exposé. Et il a été demandé à ces enfants de dessiner des bonhommes. Et quand on voit la tête des bonhommes de l'enfant qui est très exposé aux écrans, le bonhomme n'évolue pas et il est hyper simpliste. Ce sont des ronds et des bâtons et des points. Tandis que l'enfant qui n'est pas exposé aux écrans va mettre du détail, va avoir un imaginaire autour. Ça va ressembler vraiment à un bonhomme tellement plus riche et tellement plus développé. Et donc ça illustre très bien qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants quand ils sont trop exposés à des écrans, alors que normalement on devrait attendre au moins 6 ans avant qu'ils puissent être en capacité de gérer ce flux d'informations. C'est ça, en fait. Là, on parlait des troubles de l'attention. Et en fait, l'exposition aux écrans, ça fait des troubles de l'attention secondaire. Exactement. C'est le fait d'être figé sur un écran. Les fonctionnements cérébraux de l'enfant, il se met dans un état second, c'est comme un état d'hypnose. Ouais. Et il est coupé des restes de sens. Il est fixé sur ça et on pense qu'il est calme, qu'il est bien, mais en fait, non, c'est qu'il est absent. Et le fait d'être de façon répétitivement exposé à cette stimulation fait que quand il doit se concentrer sur l'extérieur du monde, à l'école, etc., il va avoir des difficultés à faire appel à ses ressources neurocognitives. Et c'est un peu les fléaux. Donc c'est le problème des nouvelles générations qui commencent à être parents maintenant, qui sont déjà nés avec des portables dans leur entourage. Oui. Et donc, ils connaissent pas la vie sans portable. Oui. Et forcément, après, c'est la solution facile. C'est à un moment donné, quand l'enfant gêne, on va dire, la solution facile, je la mets en mode hypnotique avec mon écran. Ouais. Au restaurant. Et d'ailleurs, j'ai discuté l'autre jour avec une collègue de ma coopérative qui accompagne les entreprises dans la restauration. Et elle me disait qu'il y a des restaurations qui commencent à interdire l'accès aux enfants. Ouais. Carrément. Ouais. Donc, par ce problème de tenir l'attention, mais l'attention, c'est pas simplement écouter la maîtresse en classe, c'est simplement être capable de se concentrer sur son assiette, dans sa repas, dans une conversation, et de pas partir dans tous les sens, parce que on n'a pas cette stimulation amenée par l'écran dans l'hypnose. Oui. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que par rapport, par exemple, tu donnais cet exemple du repas, un enfant qui a moins de 2 ans, c'est encore normal qu'il ait du mal à se structurer, etc. Exactement. Mais à partir de quel âge tu dirais que là ça commence à être un signe un peu inquiétant, entre guillemets, que l'enfant n'est pas capable justement d'être posé? Après, j'ai pas donné des dates, en fait, des âges, parce que il y a beaucoup de ça dépend. Ouais. Dans tout ce qui est la parentalité, pour moi, l'un des mots-clés, c'est ça dépend. Ouais. Ça dépend de l'enfant. Il y en a certains qui marchent avant 1 an et d'autres qui mettent 17 mois. Il y en a qui vont parler hyper tôt et d'autres qui vont mettre 200. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pathologique, mais là, pour ça, faites-vous confiance dans votre intuition des parents. Il y a quelque chose qui cloche. N'attendez pas que les professionnels viennent vous dire s'il y a quelque chose qui vous va pas ou qui vous convient pas comme conseil. Aller chercher plus de l'information. Ouais. Mais j'ai raté ta question. Non, de dire que c'est ok, un enfant de moins de 2 ans qui a encore du mal à rester assis et puis à être posé, ou c'est encore pas structuré parce qu'on est dans l'acquisition en fait de la structure, des codes sociaux, de comment se passe un repas. C'est juste pour pas faire peur à tous nos à tous ceux qui écoutent. Mais j'imagine que passer vers 5 ans, un enfant qui justement ne reste toujours pas posé, tranquille à table et qui n'arrive pas à structurer son repas de façon normale, on va dire. Alors même à 5 ans... Ou est-ce que voilà. Tout dépend aussi des habitudes. Est-ce que c'est une famille qui s'assoit tout le temps à table, où il y a un cadre, où il y a une habitude, et que malgré ça, il n'arrive pas, ou si c'est quel exemple on donne, où on est toujours dans la course, et le papa mange d'un côté, la maman debout dans la cuisine, et le grand frère dans sa chambre. En fait, c'est multicontextuel. Voilà, il y a toujours ces multi-contextuels. Mais dans tous les cas, ce que tu disais, il y a les
3, 6, 9, 12. Ouais. C'est les différents types d'exposition aux écrans. Et il faut pas mettre en croix dessus sur les écrans. Il s'apporte énormément des choses favorables sur plein de développements, plein de points. Mais il faut que ça soit ajusté les temps d'utilisation par rapport à l'âge et quel utilisation, en fait. Ouais. Lesquels, comment, quand, combien. Ouais. Voilà. En tout cas, pour ce qui est un enfant de moins de 300, on n'a rien à faire devant un écran. Même la télé allumée dans le coin, c'est une stimulation en trop. Et la problématique, c'est que le développement des petits enfants, jusqu'à 6 ans que tu disais, ils ont besoin d'avoir un retour, un feedback. Un feedback, c'est ce qu'on a en face, comment la personne en face elle réagit, ce que nous on est en train d'envoyer avec notre parole, nos gestes, etc. Et il y a un retour en face. Et la voix humaine, même si elle est très nette, la radio là que vous écoutez, ne sera pas exactement la même que celle du parent, ni même les intonations, la sonorité, etc. Donc, ils ont besoin de cette retour-là pour leur développement, de cette sociabilité-là comme être humain. Oui, exactement. Et le point où je voulais en venir aussi, c'était ce sentiment peut-être de culpabilité. Dans le sens où j'imagine si vous êtes un parent qui mettait déjà des écrans et puis parce que vous avez peut-être pas le choix, vous êtes arrivé à bout des ressources et puis vous avez fait ce choix à un moment donné de dire allez, on va mettre un écran parce que ça va faciliter la prise du repas, ça va faciliter les transitions, ça va faciliter les crises de colère ou simplement par envie. J'avais rencontré une maman qui avait déjà fait regarder tous les Disney à son enfant parce qu'elle était juste fan de Disney. L'enfant avait 4 ans, à peine 4 ans, et elle avait déjà vu un nombre incalculable de vidéos, de films de Disney. Donc, peu importe qu'à un moment donné vous ayez fait ces choix, là on n'est pas là pour amener cette culpabilité. Peut-être que simplement ce qui peut être intéressant d'aller explorer, c'est quelles étaient les autres ressources que vous auriez pu mettre en place pour avoir une alternative aux écrans. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça dont les parents, ils ont besoin. Il y a cette information qu'en effet, les écrans sont néfastes pour l'enfant, pour son développement cérébral, pour son développement des relations d'attachement et ce côté sociabilité qui est hyper important. Mais il y a aussi le parent, lui, qui manque de ressources pour affronter les défis que représente pour lui sa parentalité. Et là, on revient à la parentalité cohérente. Exactement. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Là, je suis épuisée, je craque, je les mets devant l'écran. Et il n'y a pas de souci. C'est juste que je l'ai fait en conscience. Je l'ai fait en conscience de là, je suis en train de le faire de cette façon-là. Mais c'est pas une habitude ou c'est pas juste je me délaisse et je les colle pour pouvoir faire mes choses. C'est cette responsabilité-là de si je le mets devant l'écran, je sais quand je le fais et je suis consciente et je suis consciente des conséquences. Parce que ce qui peut être une solution aujourd'hui pour faire plus facile, je vais ramasser derrière à long terme les effets plus négatifs. Donc c'est pas une idée de culpabilité, c'est une idée de prendre conscience de ce qui se passe pour cet enfant-là. Et pas être surpris après de dire mince, si j'avais su, etc. Puis la maman que tu parles là qui aime bien les Disney, après c'est pas pareil de coller un enfant derrière un écran que de regarder avec lui un dessin animé et lui proposer derrière d'échanger, de faire développer les langages et qu'est-ce que t'as pensé de ci, et c'est l'esprit critique, et puis est-ce que tu peux me faire un dessin et qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'en penses de ça, et voir que des choses qu'ils n'auraient pas vécues dans leur quotidien sont apportées par des dessins animés et il y a tous ces côtés pédagogiques. Voilà, c'est ça, j'allais dire, le film, le dessin animé se transforme en support pédagogique. Complètement. Pour une aide à la parole, une aide à la compréhension de quelque chose qu'on aurait, nous, du mal à expliquer avec plein de mots. Des fois, l'image, elle est nécessaire et elle est utile. Et même si on peut pas regarder avec lui, mais qu'on sait que c'est adapté à son âge et qu'il n'y a pas des morceaux qui peuvent le perturber, créer des craintes ou des peurs, etc., il peut le regarder tout seul, mais après on peut prendre ses temps derrière pendant que nous on a fait nos affaires à la maison, et ces temps d'échange, et du coup, qu'est-ce que créer cette quand ils sont plus grands, quand ils ont la parole développée, bien sûr. Exactement, oui. Mais donc voilà, c'est une piste pour regarder encore une fois cette problématique des écrans autrement et de se dire on est dans parents autrement, donc c'est normal. Mais de se dire voilà, quand je choisis un écran, finalement, pourquoi je choisis de mettre l'enfant devant un écran? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Voilà, qu'est-ce qui m'empêche de faire et comment je peux trouver. Est-ce que j'ai envie d'aller trouver une alternative, d'aller voir pourquoi
j'ai cette problématique-là, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire en présence de mon enfant et quelles ressources extérieures je pourrais utiliser une autre alternative pour diminuer cette présence à l'écran et peut-être encore plus si on a justement ce regard, cette sensibilité de comment mon enfant se développe. Est-ce qu'en effet, en parallèle de ça, il est beaucoup face aux écrans et à côté, en effet, ses dessins sont très légers en termes de détails. Est-ce qu'il a du mal à rester concentré, assis, tranquille, mener une conversation, en fonction de son âge approprié, évidemment. Ça, c'est les instituts en maternelle qui le ressentent beaucoup et qui disent à chaque fois, à chaque rentrée scolaire, s'il vous plaît, ne mettez pas les enfants avant de venir à l'école devant l'écran. Pas d'écran les matins avant de venir à l'école. Pas avant l'après-midi, avant les siestes, parce que du coup, leur cerveau n'est plus prêt aux apprentissages. Il est complètement déconnecté. Ils arrivent à l'école déjà déconnectés et c'est très difficile de leur faire revenir, de les capter. Donc, c'est vraiment le message général des instituts. Et donc, en tout cas, si vous sentez que vous êtes un peu touché par cette problématique et puis qu'il y a cette petite voix qui parle et qui dit oui, j'aimerais bien faire autrement, mais j'ai pas les ressources là, j'ai pas d'idée, j'ai tout essayé. Voilà, c'est ça. Vous appelez Myriam. Exactement, je suis prête à vous répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup Myriam pour cette émission. On n'aura pas pu évoquer les sujets de la périnatalité et du postpartum, mais tu reviendras nous voir. J'ai vraiment adoré partager cette émission avec toi et je crois qu'on a appris énormément de choses sur la parentalité, sur le fonctionnement des enfants. Ton prochain atelier, redis-nous quand est-ce que c'est en présentiel? Alors, les prochains, qui est sur le mois d'avril, c'est sur la connexion à soi. Donc, c'est ouvert aux adolescents et aux adultes. Et c'est le 23 avril. Donc, je vous invite à aller sur Facebook Parentalité Cohérente. Là, je publie régulièrement les ateliers. Et après, sinon, c'est surtout, il va y avoir un gros paquet au mois de mai, fin mai, sur la semaine de la parentalité. Samedi 25 mai, au quartier Jopé-Mérande de Chambéry, les centres culturels des Moulins, il y aura un atelier débat sur l'épuisement parental, le burn-out. Le 28, ça sera plutôt au relais de Saint-Alban-Lès sur les pleurs des enfants. Donc, comment ça nous touche, c'est un gros sujet, les pleurs des enfants. Et j'ai loupé le 23 mai. Qui est un jeudi, ça sera plutôt sur Albertville. Donc là, c'est pas des gens c'est un peu plus loin, où il y a la projection du film L'Arbre de l'enfance, qui sera suivi d'un débat. Et vraiment, ce film, il est très puissant, très touchant sur notre enfant intérieur. Comment notre enfant intérieur nous fait devenir les parents qu'on est aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup Myriam. À bientôt. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi en espérant qu'on a amené un peu plus de soleil, de lumière, de chaleur que la pluie que nous avons aujourd'hui. Avec mon accent. Voilà, avec cet accent espagnol. On se retrouvera dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Parents Autrement. J'étais avec Myriam et c'était Pauline. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.